Certaines histoires méritent d'être exhumées, sauvées du silence. Elles sortent du lot tant elles semblent hors normes. Celle que je vais vous raconter se déroule comme un film ancien, en noir et blanc. Bienvenue sur ma chaîne, Black Edelweiss. L'angoisse monte à la pension Juvet à Genève en cette année 1867. Les résidentes âgées succombent les unes après les autres à un mal mystérieux. Tout commence dans la ville du Locle, dans le canton de Neuchâtel en Suisse. C'est ici que naît Marie Jeanneret le 13 janvier 1836. Ce que l'on sait de son enfance, c'est qu'elle est quelque peu cabossée. Effectivement, Marie perd ses deux parents lorsqu'elle est très petite, mais elle est aussitôt recueillie par son oncle et sa tante. Et ces derniers vont l'élever comme leur propre fille. Aussi la petite aurait été choyée et gâtée, mais cela ne semble pas, malheureusement, contribuer à son épanouissement. Depuis qu'elle est toute petite, Marie montre des troubles dans son comportement, mais qui n'ont pas vraiment de conséquences graves. Puis à l'adolescence, elle commence à s'intéresser à un métier qu'elle pourrait exercer. Elle entame plusieurs apprentissages, mais elle n'en terminera aucun. Mais au niveau de son comportement, par contre, là, ça devient un petit peu plus problématique. La jeune femme présente des traits mythomanes. On la surprend souvent en train de mentir. Marie aime s'inventer des histoires. Puis sa santé, qui a toujours été fragile, devient prétexte à toutes sortes de maux imaginaires. La jeune fille s'ausculte elle-même et se découvre toutes sortes de maladies, problèmes physiques, qui, vous l'avez compris, n'ont aucune base réelle. On pourrait dire qu'elle est hypocondriaque. Elle passe alors le plus clair de son temps chez le médecin, en fait chez tous les médecins du canton, pour se faire délivrer des ordonnances, des médicaments, et pour des troubles qui n'existent pas. Par exemple, parmi ceux-ci, vomissements, des paralysies des sphincters, une maladie de l'épine dorsale. Bref, elle a toutes les maladies possibles. Elle prétend aussi avoir des problèmes oculaires à tel point qu'ils la rendent parfois incapable de distinguer quoi que ce soit. Puis arrive un jour où l'avis des médecins du Locle ne lui suffisent plus. Vous pensez bien à ces médecins de campagne incompétents. Elle souhaite dorénavant consulter des médecins des villes. Elle va se rendre dans le canton de Vaud et elle ira même jusqu'à Genève. Je vous rappelle que Genève, c'est pas la porte à côté pour l'époque. En dehors de la médecine, Marie a une autre passion, celle des voyages. Et même si aujourd'hui la Suisse est un petit territoire, on va dire que aller jusqu'à Genève à l'époque depuis le Locle, c'est comme se rendre à Paris maintenant. Elle a à présent environ 30 ans, nous sommes en 1866. Marie est toujours sans aucun titre professionnel, mais à force de fréquenter toutes sortes de milieux médicaux, la jeune femme finit par se découvrir une vocation. Pourquoi elle ne serait pas infirmière? On disait à l'époque garde-malade ou aide-soignante aujourd'hui. Elle va alors s'inscrire à l'école des gardes-malades de Lausanne pour une formation d'une durée de 5 mois. Seulement, au bout de 2 mois à peine, la jeune femme quitte l'école. Effectivement, ses maux l'ont rattrapée et ils sont en train de compromettre sa formation. Sa cécité aurait augmenté à tel point qu'en fait, c'est une camarade d'école qui doit la conduire par le bras dans tout le bâtiment scolaire. Elle va vite abandonner parce que tout devient effectivement trop compliqué. Marie va développer une obsession, celle de se dévouer corps et âme aux malades, aux personnes qui souffrent, aux personnes fragiles. Et tant pis pour le diplôme. Elle n'en a pas, elle fera comme si. Et elle va avoir beaucoup de chance, figurez-vous, puisqu'elle trouve rapidement un emploi dans une pension pour dames âgées et malades dans une commune genevoise, à Plain-Palais. C'est aujourd'hui la grande place au centre de Genève. Ce lieu est tenu par la famille Juvet. Vous connaissez Patrick Juvet, c'est le même nom. Aucun diplôme ne lui sera demandé. Louise-Henriette Juvet est la propriétaire des lieux. À 40 ans, c'est une femme énergique et qui ne s'en laisse pas compter. Et lorsqu'elle rencontre Marie Jeanneret, elle tombe des nues. Elle a face à elle une jeune femme diplômée, mais aussi titulaire de nombreuses recommandations de la plupart des médecins de la place. Elle est réputée jusqu'au Valais, où on loue ses services. C'est une aubaine. Mais le plus incroyable de tout ça, c'est que Madame Juvet, lorsqu'elle demande les prétentions salariales de Marie, elle découvre en fait que celle-ci ne souhaite rien. Vous avez bien entendu. Tout ce qu'elle veut, c'est soulager les malades, les aider dans leur parcours de souffrance. En l'occurrence, elle sera logée, mais ne demandera aucun salaire. Elle souhaite travailler gratuitement. Ça paraît quand même fou à notre époque, non? Alors bien sûr, elle est tout de suite engagée. Un tel dévouement, évidemment, c'est rare, c'est précieux. Ouais. Aussi, notre jeune femme commence son travail et elle y met du cœur. Elle ne compte pas ses heures. Elle se montre toujours gentille, polie, avenante, patiente, disponible, la perle des perles. Elle fait même l'unanimité auprès de tous les médecins de la pension Juvet, car Marie semble savoir tout faire. Elle s'occupe du dosage des médicaments, elle fait la pose des sangsues,
Elle sait faire des lavements. Au vu de toutes ses compétences, on va lui donner la responsabilité d'aller récupérer tous les médicaments dans les pharmacies. Les médicaments qui sont sur ordonnance. On a en elle une confiance totale. Elle possède de nombreuses connaissances dans les préparations pharmaceutiques et elle présente bien. Les apothicaires vont jusqu'à lui délivrer sans ordonnance de l'atropine par exemple, des graines de morphine pour son usage personnel. Car souvenez-vous, Marie Jeanneret est malade. Ces mots ne l'ont pas abandonnée pour autant. L'atropine, c'est un médicament extrait de plantes telles que la belladone. On l'utilisait et on l'utilise encore aujourd'hui, notamment pour contrer l'accumulation de la molécule dans le système nerveux. Bon, pour faire court, elle est utilisée pour provoquer une dilatation prolongée de la pupille en ophtalmologie. Mais elle a aussi des effets secondaires assez importants, comme la tachycardie, de l'agitation, de la confusion, de la somnolence, des vertiges et des vomissements. À ne pas utiliser à la légère donc. C'est alors que la pension Juvet va commencer à être le théâtre d'événements surprenants. Durant l'année 1867, 3 dames âgées vont décéder en quelques mois. C'est dans l'ordre des choses, vous me direz. Elles sont très âgées, elles sont en fin de vie. Mais certaines coïncidences sont cependant assez troublantes. Les dames présentent des symptômes identiques et particuliers juste avant leur mort. Elles vomissent fréquemment et leurs pupilles sont anormalement dilatées. La Jeanneret, comme on appelle Marie à la pension, poursuit néanmoins assidûment son travail auprès des patientes. Tout en œuvrant à leur bien-être, elle se met à prédire l'avenir, curieusement, en lançant des phrases telles que « Cette pauvre dame mourra très probablement d'une congestion cérébrale » ou encore « Cette fois, une telle a son affaire, mais aussi je ne peux pas souffrir cette poison, cette charogne », parlant d'une pensionnaire. Des propos qui ont de quoi alerter, non ? La malédiction qui semble alors s'abattre d'un seul coup sur la pension Juvet prend des proportions terribles, puisque Madame Juvet elle-même, femme dans la fleur de l'âge, ainsi que sa propre fille, deviennent elles aussi souffrantes, d'un seul coup, comme ça. Et on n'arrive pas à déterminer l'origine de leurs maux. Aussi, c'est Marie elle-même qui se dévoue à leur chevet, bien sûr, tout comme elle le fait avec les autres dames. Et Louise-Henriette Juvet a en elle une confiance absolue, rappelez-vous. Mais Julie, la fille, commence à se méfier de la Locloise depuis que cette dernière lui a offert des bonbons qu'elle a vomis sur le champ. Et personne ne sait pourquoi la Jeanneret semble d'ailleurs détester cette fille de 11 ans. Elle l'insulte, elle l'empoigne par les cheveux et va parfois jusqu'à la gifler. Mais elle lui administre aussi certains remèdes qui vont conduire la pauvre fillette à la mort. Il ne faut surtout rien dire à sa mère qui est en train de dépérir elle aussi. Elle décède seulement 1 mois après sa fille. Une fois de plus, on met en avant les nombreux vomissements durant leur maladie et la forte dilatation des pupilles chez les 2 victimes. En quelques mois, la pension Juvet est devenue un vrai mouroir. Un jour, la femme de ménage de la pension découvre un billet anonyme sur lequel il est écrit « Vous envoyez bien vite votre monde vers le Père éternel, mais gare à la place neuve et à son instrument. » Alors à l'époque, la place Neuve, c'est l'endroit où l'on exécute publiquement en fait les criminels au moyen de la guillotine. Et oui, la peine de mort n'est pas encore abolie. On est en 1867, elle ne sera abolie d'ailleurs qu'en 1942. Mais bref, on revient à la Jeanneret. Après tant d'événements dramatiques, la pension Juvet finit évidemment par fermer définitivement ses portes. Voilà donc notre garde-malade sans emploi et à la rue. Mais elle va rapidement retrouver du travail chez une dame âgée atteinte de congestion pulmonaire sévère. En gros, quelque chose qui peut mener à une pneumonie. Mais de nouveau, le mauvais sort semble s'acharner autour de Marie, puisque la vieille dame décède au bout de 3 semaines seulement. De nouveau sans emploi ni domicile, la Jeanneret va louer une chambre, cette fois-ci, chez un ancien instituteur genevois, le sieur Gros. C'est au travers de cette personne qu'elle va retrouver un engagement auprès d'une dame fortunée du nom de Bourcard, qui semble avoir quelques problèmes de santé. Et voilà que Marie Jeanneret fait une entrée remarquée au domicile de la riche genevoise. Car on ne la voit jamais sans son panier. Un panier dans lequel il y a une multitude de petites fioles. Lorsque les domestiques l'interrogent à ce sujet, la Jeanneret leur explique qu'il s'agit de ses nombreux remèdes pour ses yeux, son épine dorsale et tout le reste de son pauvre corps malade. Mais seulement 3 jours après son arrivée, l'attitude de Madame Bourcard change et ses gestes deviennent inquiétants. Elle est atteinte de crises de nerfs, se montre confuse et vomit de plus en plus fréquemment. Là, je pense que vous commencez à vous douter de la vraie nature de la Jeanneret.
On demande alors à la garde-malade son avis sur le brusque changement dans la santé de la dame et Marie se montre assez négative, puisqu'elle dira à l'une des employées, texto, vous verrez que Madame Bourcard mourra comme sa mère d'une fièvre à la tête. Et Marie Jeanneret ne se trompe jamais, pas vrai? Mais cette fois-ci, la famille de la patiente, qui soupçonne peut-être quelque chose d'anormal, décide de l'éloigner et la congédie. Et curieusement, dès son départ, Madame Bourcard revit et se remet vite sur pied. Pendant ce temps, la Jeanneret réside toujours chez l'ancien instituteur et sa fille, Madame Bouvier. Elle partage les repas avec eux et se met de temps en temps aussi à la cuisine. Et ce qui devait arriver se produit. Monsieur Gros et sa fille finissent par tomber malades, tous les deux aussi. Elle est prise de délire. Quant à l'ancien instituteur, il confie à un de ses amis, heureusement que nous avons une excellente garde-malade avec nous. S'il savait. Il va alors être alité et ne se relèvera plus. Et même les médecins de famille ne comprennent rien aux symptômes présents chez le père et sa fille. Le premier étant victime de soubresauts, la deuxième ayant la moitié du corps paralysé. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Moi non plus d'ailleurs. Mais la Jeanneret a une explication toute faite quant à cela, et elle ne se gêne pas de le partager avec les docteurs. Selon elle, le sieur Gros aurait avalé coup sur coup 8 verres de vin. Et Madame Bouvier, qui aime tant passer du temps dehors, a attrapé un coup de soleil. Voilà pourquoi ils sont dans cet état, il n'y a rien d'alarmant en fait. Du repos, encore et encore, c'est tout ce dont le père et sa fille ont besoin. Elle va alors être présente 24 heures sur 24 auprès des malades et mettre à la porte tout ami ou visiteur, sauf une certaine Madame Légeret. Celle-ci rend visite un après-midi au domicile de Monsieur Gros. Marie lui propose alors une tasse de thé. Est-ce que vous devinez la suite? La dame commence à avoir des soubresauts avant de perdre connaissance. Elle est aussitôt transportée à son domicile et se remet vite de ce curieux malaise. Mais il en va autrement de l'ancien instituteur et de sa fille, qui décèdent quelque temps plus tard, à quelques jours d'intervalle. Et rebelote, Marie va devoir à nouveau quitter les lieux et elle s'installe cette fois-ci dans une autre pension de plein palais, la pension d'Essarsan. Elle se lie d'amitié avec une autre pensionnaire, Madame Fridges. Les deux femmes s'entendent très bien et il n'est pas rare de les voir partir ensemble faire un tour en bateau sur le lac Léman. Pourtant, un soir, alors que Marie lui a préparé un petit repas qu'elle déguste avec un verre de vin doux, Madame Fridges commence à s'arracher d'un seul coup ses vêtements avant de commencer à courir à moitié nue dans les couloirs de la pension. Vous vous doutez bien que ça choque un peu tout le monde. Un médecin, le docteur Goudet, est rapidement appelé et fait transporter la jeune femme à l'hôpital. Sur place, Madame Fridges est auscultée et on va rapidement poser le diagnostic. Il s'agit d'un empoisonnement à l'atropine. Mais le docteur Goudet a soudain une illumination. Figurez-vous que ce dernier était également l'un des médecins attitrés de la pension Juvet. Et il vient d'avoir une révélation. Et oui, Genève n'est pas si grande en fin de compte. Le monde médical est tout petit. Du moins, elle l'était à l'époque. Il fait aussitôt le rapprochement entre les faits qui se sont produits à la pension et le malaise de la jeune femme. Et toujours la même garde malade là au milieu. Ça commence à être un peu suspect, non? Le docteur Goudet appelle l'un de ses confrères, le docteur Rapin, qui lui était au chevet de Madame Bourcard. Vous vous souvenez, la dame fortunée qui avait fini par mettre à la porte Marie Jeanneret. Le monde est petit, comme je vous dis. Le docteur Rapin confirme aussitôt les doutes de son confrère. Et il va s'occuper personnellement de toute cette affaire. Il va commencer par ordonner que les urines de Madame Fridges soient conservées. Puis, malgré l'heure tardive, il est 23 heures, il décide de se rendre immédiatement au domicile du procureur général, M. Tourettini. La Jeanneret est sur le point d'être enfin démasquée. Vous allez me dire, il était temps. Le docteur Rapin lui expose dans les détails le curieux parcours de Marie Jeanneret auprès des différents malades à Genève, en insistant sur les curieuses coïncidences. Partout où se rend la jeune garde malade, les malades commencent à dépérir les uns après les autres. À la fin de l'exposé du médecin, le procureur va donner l'ordre aux officiers de police d'aller interpeller sans plus attendre Marie Jeanneret et de fouiller son domicile à la recherche de diverses substances en sa possession. Dès 6 heures du matin, le lendemain, l'inspecteur Roch se rend donc à la pension où réside la demoiselle. Il emmène alors la jeune femme au palais de justice en présence du docteur Rapin, non sans avoir emporté les nombreux flacons disséminés dans la chambre de la suspecte. Une enquête est alors ouverte. Elle est menée par le juge d'instruction, M. Girard. On va alors essayer d'aller récolter les traces qui pourraient rester dans les différents lieux où la jeune femme a résidé. Il n'est jamais trop tard. Il va remonter loin en arrière. Il va découvrir que dans tous les endroits par lesquels est passée la Jeanneret, notamment dans le canton de Vaud, à Clarence, Vevey ou encore Lausanne, le sort semble s'acharner sur les malades dans son sillage sans pour autant qu'il y ait eu des décès. Nous sommes en 1867 et même si la science n'en est pas là où elle se trouve aujourd'hui,
On cherche à analyser les cadavres. Le juge d'instruction ordonne l'exhumation de 7 corps. Parmi eux, ceux de Madame Juvet et de sa fille, de l'ancien instituteur le sieur Gros et de Madame Bouvier. On prélève sur eux certains organes afin de les analyser. Et toute la population genevoise va être stupéfaite par les résultats de cette expertise. Il ressort que toutes les victimes avaient ingéré de leur vivant des doses de morphine et d'atropine mortelles. Par ailleurs, on découvre dans les urines de mesdames Fridges et Bourcard les mêmes substances nocives. Les 2 femmes l'ont échappé belle. On analyse également le contenu des fioles de la pharmacie personnelle de Marie Jeanneret. Vous savez, celle qu'elle trimballait toujours dans son panier. Et on découvre sans surprise qu'elles contiennent aussi les mêmes substances, de la morphine et de l'atropine. Mais une question reste sans réponse. Où donc la jeune femme s'est-elle procuré toutes ces fioles? Tout simplement dans plusieurs pharmacies, bien en vue, dans toute la Suisse romande. Elle se baladait de pharmacie en pharmacie, de canton en canton. La garde malade a réussi à se faire délivrer, rien qu'à Genève, pas moins de 38 fioles d'atropine, de quoi empoisonner tout autant de personnes. Reste alors à établir l'enquête de personnalité de la jeune femme. Avec la question que toutes et tous se posent, qui est cette personne capable de toutes ces horreurs? On essaie de découvrir la raison de tous ces meurtres, car comme vous le savez, derrière chaque crime se cache, en règle générale, un mobile. C'est le juge Girard qui a la tâche d'investiguer la question, compliquée d'ailleurs, puisque malgré ses excellentes connaissances et compétences, il peinera à trouver l'explication aux agissements de la Jeanneret. Car souvent, c'est soit la cupidité, soit la vengeance qui pousse à commettre des actes irréparables. On est bien d'accord. Mais dans le cas de la jeune Locloise, on ne peut évoquer aucun motif valable pour expliquer ses passages à l'acte. Le 25 novembre 1868 s'ouvre à Genève le procès de celle qu'on nomme à présent l'empoisonneuse. Dans le quartier du palais de justice, les habitantes et habitants se sont mobilisés et sont sortis manifester. Ils réclament tous la tête de Marie Jeanneret. Mais dans la salle d'audience règne un silence de plomb. La garde malade y apparaît comme éteinte. Vêtue de noir, certains diront qu'elle avait à 30 ans l'apparence d'une vieille fille de 70. Elle reste calme, n'interagit pas et répond simplement aux questions qu'on lui pose. Elle admet sans difficulté les faits. Et lorsque le président lui demande si elle reconnaît avoir administré des doses de morphine et d'atropine mortelle à ses patientes, Marie Jeanneret répond simplement « Oui, monsieur le juge, mais j'ignorais la dangerosité de ces substances. Je voulais seulement calmer leur douleur. J'utilisais moi-même de l'atropine pour mes propres maladies et ça me soulageait. J'ai voulu apporter cela aux autres. » Allons, allons, rétorque le juge. Vous connaissez la toxicité de ces substances mieux que n'importe qui. Et pour quelle raison avez-vous fait absorber ces produits à des femmes en bonne santé, comme Madame Légeret ou Madame Fridges? Mais l'accusée ne se démonte pas le moins du monde. Et elle botte en touche. J'ai pas fait attention aux étiquettes de mes flacons. Et comme ma vue est mauvaise, vous savez, je me suis trompée de flacon. Un peu facile. On lui reproche en tout 8 empoisonnements, mais Marie Jeanneret va camper sur ses positions. Ces faits sont, d'après elle, non intentionnels. Il s'agit d'erreurs dues à sa mauvaise santé, à elle. Cependant, tout au long du procès, certains aspects de la personnalité de l'accusé vont être mis à jour, et ceux-ci sont pour le moins étranges. Écoutez bien. L'un de ses médecins, alors qu'il est appelé à la barre, apprend à la cour que la Jeanneret cherchait à se faire brûler le dos au fer rouge. Et il semble que plus un traitement était douloureux, plus elle semblait y prendre plaisir. Et effectivement, le médecin de la prison lui-même confirme que des meurtrissures et d'anciennes cicatrices apparaissent tout le long du dos de la prévenue. Mais la révélation d'un de ses confrères, le docteur Binet, va venir éclairer pour de bon la personnalité pour le moins particulière de la prisonnière. Marie Jeanneret est littéralement obsédée par l'atropine, qu'elle a tendance à utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour ses yeux, ses dents et même sous forme d'injections vaginales. Jusqu'à un point où elle en était devenue totalement accro. L'avocat de la défense, maître Zurlinden, demande alors « Êtes-vous en train d'affirmer que les effets de l'atropine sont comparables à ceux de l'opium ou du hashish ?» Ce à quoi le médecin répond par l'affirmative. L'usage fréquent de l'atropine peut mener à la désinhibition, attaquant également la raison et le discernement. À partir de là, on comprend que la Jeanneret est dépendante de l'atropine, comme certaines personnes le sont d'autres substances de nos jours. La défense va alors s'engouffrer dans cette brèche, évidemment, plaidant la dépendance de la jeune femme et son incapacité à agir à tête refroidie. Dans ce cas, sa place n'est nullement la prison, mais plutôt l'asile psychiatrique. Seulement, une expertise mentale avait été ordonnée dès le début par le juge d'instruction, et la conclusion des 3 médecins sollicités ne va pas du tout dans ce sens.
Dans le rapport, les spécialistes ont indiqué que la jeune femme ne semble pas présenter d'aliénation mentale et que toutes ses facultés sont normales. À cette époque, la psychanalyse freudienne n'existe bien sûr pas et on parle volontiers se référant aux femmes, surtout d'hystérie. La question est donc celle-ci. Marie a-t-elle agi en état de démence ou d'hystérie? Dans le premier cas, Marie est folle, non consciente de ses actes, ce qui par conséquent mène à son irresponsabilité dans toute cette affaire. Mais dans le deuxième cas, elle souffrirait d'un trouble pathologique, mais celui-ci n'est pas suffisant pour invoquer l'irresponsabilité. Marie Jeanneret montre tous les symptômes d'une personnalité hystérique, comme on disait à l'époque. Heureusement, ça se dit plus. Elle souffre de maux multiples, de crises de nerfs, d'euphorie, de masochisme. Ses médecins emploieront à son égard l'expression de folâtre. L'état mental de l'accusé est alors au centre des débats et le procureur va exposer l'ampleur du désastre. Une série de crimes sans précédent dans les annales de la justice genevoise. La récurrence des crimes, l'affliction des familles, tout est hors norme dans ce procès. On souhaite faire planer le doute quant à la santé mentale de la Jeanneret. Pourtant, comme le clame haut et fort le procureur, des milliers de femmes sont hystériques. Elles ne sont pas pour autant des criminels. Tout vient contredire la thèse de l'irresponsabilité de cette femme. Elle n'est pas folle, mais plutôt calculatrice et stratège, et elle a agi avec sang-froid et préméditation. Le procureur continue, elle a acheté régulièrement et à petite dose des substances en grande quantité, a agi avec discrétion en répartissant ses achats dans plusieurs pharmacies de Genève et à l'extérieur, et a administré du poison avec constance à ses malades qui en sont morts pour la plupart. Est-ce que cela ressemble au comportement d'une personne qui a perdu la raison? La réponse est non. En prétextant la folie, on remplace la prison par la maison de santé à de dangereuses personnes. N'y voyez-vous pas un encouragement à la criminalité? Puis s'adressant aux jurés, le procureur déclame. De très grands crimes ont été commis. Messieurs, vous avez le devoir de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je réclame la peine de mort. Ce à quoi l'avocat de la défense rétorque avec émotion. J'ai visité ma cliente plus de 100 fois en prison. Je suis devenu pour Marie Jeanneret un ami. Je vais partager avec vous ma conviction profonde. Ma cliente n'a jamais souhaité faire mourir personne. C'est alors que maître Zurlinden apporte à sa plaidoirie un argument scientifique et de taille. Les deux substances ont été administrées à chaque fois de manière simultanée. Or, il semble que morphine et atropine, lorsqu'elles se côtoient dans l'organisme, ont pour propriété l'annulation de leurs effets respectifs. Si l'empoisonnement était le dessein de la jeune femme, celle-ci aurait alors utilisé l'une ou l'autre des deux substances, mais pas les deux à la fois. Et on sait, vous et moi, que la Jeanneret est assez intelligente pour connaître tous ces détails scientifiques-là. Par ailleurs, dès les premiers symptômes chez ses patientes, Marie s'est chargée elle-même d'appeler les médecins à leur chevet, et sans attendre. Et aucun mobile n'apparaît dans ses agissements. Or, pas de mobile, pas de crime, non? C'est alors que l'avocat de Marie va porter le coup de grâce avec un argument de taille. L'abus d'atropine a pu laisser des traces dans le cerveau de l'accusé, mais aussi au niveau de son comportement en lui-même, lui faisant perdre le sens de la réalité. Marie Jeanneret serait une victime des substances qu'elle s'administrait. L'avocat s'efforce de démontrer que Marie Jeanneret n'a jamais eu l'intention d'ôter la vie de ses patients. Messieurs les jurés, la peine de mort est une peine barbare, dira-t-il, surtout quand celle-ci s'applique à une femme. J'attends de vos esprits éclairés que vous considériez les circonstances atténuantes, car elles existent. Je dis que si la peine capitale est déclamée, l'avocat qui vous parle ne croira plus en la justice. Les jurés entrent dans la chambre des délibérations à 11 heures du matin. Ils ne s'interrompent même pas pour déjeuner et énoncent leur verdict à 15h15, tapante. On reconnaît l'inculpé coupable de 9 chefs d'accusation, mais les circonstances atténuantes sont retenues. La Jeanneret ne va pas être exécutée, mais se voit condamnée à 20 ans de travaux forcés. Marie Jeanneret mourra en prison 4 ans avant sa libération. Les autorités genevoises décident de supprimer l'emploi de la guillotine 3 ans après la condamnation de la Jeanneret, soit en 1871. L'instrument aura tranché la tête de 38 condamnés entre 1799 et 1862. Si l'objet vous intéresse, il trône au Musée d'art et d'histoire de Genève. Cette terrible affaire pourrait être unique dans l'histoire suisse. Malheureusement, Marie Jeanneret n'aura pas été ni la première ni la dernière soignante à abuser de son autorité et de ses connaissances auprès de personnes malades et vulnérables. Les histoires d'infirmiers et soignants de la mort ont essaimé partout et à chaque époque, en Suisse et à l'étranger. Jusqu'à aujourd'hui, la méfiance devrait être de mise, jusqu'au cœur des hôpitaux, là où l'on se sent entre de bonnes mains, soigné et en toute sécurité. Voilà, mes chers amis de l'étrange, j'espère que cette histoire vous aura captivé autant qu'elle m'a captivé moi. Je suis toujours curieuse de vos commentaires, donc n'hésitez pas à les partager ci-dessous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like, à vous abonner pour encourager ma chaîne.
Ça me fera très très plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Ne lâchez pas votre vigilance. À bientôt, chers amis.